C'était une bonne idée. J'enfonçai la main dans ma poche pour vérifier si j'avais toujours l'étui à cigarette. Certains objets disparaissent de votre vie au premier moment d'inattention, mais cet étui à cigarette m'est resté fidèle. Je savais qu'il serait toujours à portée de ma main, dans le tiroir d'une table de nuit, dans un casier de vestiaire, au fond d'un pupitre, dans la poche intérieure d'une veste. J'étais si sûr de lui et de sa présence que je finissais par l'oublier. Sauf aux heures de cafard. Alors je le contemplais. Sous tous les angles, c'était le seul objet qui témoignait d'une période de ma vie dont je ne pouvais parler à personne et dont je me demandais quelquefois si je l'avais vraiment vécu. Pourtant, j'ai failli le perdre un jour. Je me trouvais dans l'un de ces collèges où j'ai attendu que le temps passe jusqu'à l'âge de 17 ans. Mon étui à cigarette excitait la convoitise de 2 frères jumeaux qui appartenaient à la grande bourgeoisie. Ils avaient de multiples cousins dans les autres classes, et leur père portait le titre de premier fusil de France. S'ils se liguaient tous contre moi, je ne pourrais pas me défendre. Le seul moyen de leur échapper, c'était de me faire renvoyer au plus vite de ce collège. Je me suis évadé un matin et j'en ai profité pour visiter Chantilly, Mortefontaine, Ermenonville et l'abbaye de Chalice. Quand je suis revenu au collège à l'heure du dîner, le directeur m'a annoncé mon renvoi, mais il n'avait pas réussi à joindre mes parents. Mon père était parti depuis quelques mois en Colombie, à la découverte d'un terrain aurifère qu'un ami lui avait signalé. Ma mère était en tournée du côté de la Chaux-de-Fonds. On m'a mis en quarantaine dans une chambre de l'infirmerie en attendant que quelqu'un vienne me chercher. Je n'avais pas le droit d'assister aux cours, ni de prendre mes repas au réfectoire avec mes camarades. Cette sorte d'immunité diplomatique me mettait définitivement à l'abri des 2 frères et de leurs cousins et du premier fusil de France. Chaque nuit avant de m'endormir, je vérifiais sous mon oreiller la présence de mon étui à cigarette en crocodile. Cet objet aura une dernière fois attiré l'attention sur lui quelques années plus tard. J'avais fini par suivre le conseil d'Annie quand elle me disait d'écrire chaque jour sur un cahier. Je venais de terminer un premier livre. J'étais assis au zinc d'un café de l'avenue de Wagram. À côté de moi, debout, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux noirs, aux lunettes à monture très fine et à la tenue aussi soignée que ses mains. Depuis quelques minutes, je l'observais et je me demandais ce qu'il pouvait bien faire dans la vie. Il avait prié le garçon de lui apporter un paquet de cigarettes, mais on n'en vendait pas dans ce café. Je lui ai tendu mon étui en crocodile.
Merci beaucoup, monsieur. Il en a tiré une cigarette. Son regard restait fixé sur l'étui en crocodile. Vous permettez? Il me l'a pris des mains. Il le tournait et le retournait, les sourcils froncés. J'avais le même. Il me l'a rendu et il me considérait d'un œil attentif. C'est un article dont on nous a volé tout le stock. Ensuite, nous ne l'avons plus vendu. Vous possédez une pièce de collection très rare, monsieur. Il me souriait. Il avait travaillé en qualité de directeur dans une grande maroquinerie des Champs-Élysées, mais il était maintenant à la retraite. Ils ne se sont pas contentés des étuis comme celui-là. Ils ont cambriolé tout le magasin. Il avait penché son visage vers moi et il me souriait toujours. Ne croyez pas que je vous soupçonne le moins du monde. Vous étiez trop jeune à l'époque. Il y a longtemps de cela, lui ai-je demandé. Une quinzaine d'années. Et ils se sont fait prendre? Pas tous. C'étaient des gens qui avaient fait des choses encore plus graves que ce cambriolage. Des choses encore plus graves. Ces mots, je les connaissais déjà. La trapéziste Hélène Toche, victime d'un grave accident. Et le jeune homme aux gros yeux bleus qui plus tard m'avait répondu quelque chose de très grave. Dehors, avenue de Wagram, je marchais avec une curieuse exaltation au cœur. Depuis très longtemps, c'était la première fois que je sentais la présence d'Annie. Elle marchait derrière moi ce soir-là. Roger Vincent et la petite Hélène, eux aussi, devaient se trouver quelque part dans cette ville au fond. Ils ne m'avaient jamais quittée. Blanche-Neige est partie pour toujours, sans nous prévenir. Au déjeuner, Mathilde m'a dit « Elle est partie parce qu'elle ne voulait plus s'occuper de toi, imbécile heureux. » Annie a haussé les épaules et m'a fait un clin d'œil. « Tu dis des bêtises, maman, elle est partie parce qu'elle devait retourner dans sa famille. » Mathilde a plissé les yeux et a posé sur sa fille un regard méchant. « On ne parle pas de cette façon à sa mère devant des enfants. » Annie faisait semblant de ne pas l'écouter, elle nous souriait. « Tu as entendu ?» a dit Mathilde à sa fille. « Tu finiras mal, toi, comme l'imbécile heureux. » De nouveau Annie a haussé les épaules. « Calmez-vous, Tilda, » a dit la petite Hélène. Mathilde m'a désigné du doigt son chignon derrière sa tête. « Tu sais ce que ça veut dire, hein? Maintenant que Blanche-Neige n'est plus là, c'est moi qui te surveille, imbécile heureux. » Annie m'a accompagnée à l'école. Elle avait mis sa main sur mon épaule, comme d'habitude. « Il ne faut pas que tu fasses attention à ce que dit maman, elle est vieille, les vieux disent n'importe quoi. » Nous étions arrivés en avance. Nous attendions devant la porte de fer de la cour de récréation. « Vous allez dormir, toi et ton frère, pour une nuit ou deux, dans la maison d'en face, tu sais, la maison blanche, parce qu'il y a des invités qui viendront habiter chez nous pour quelques jours. » Elle a dû se rendre compte que j'étais inquiet. « Mais de toute façon, je resterai avec vous, tu verras. Vous allez bien vous amuser. » En classe, je n'écoutais pas le cours. Je pensais à autre chose. Blanche-Neige était partie, et nous allions habiter dans la maison d'en face.
Après l'école, Annie nous a emmenés, mon frère et moi, dans la maison d'en face. Elle a sonné à la petite porte d'entrée qui donnait sur la rue du docteur Dordaine. Une dame brune, assez grosse et habillée de noir, nous a ouvert. C'était la gardienne de la maison, car les propriétaires n'y habitaient jamais. « La chambre est prête, » a dit la gardienne. Nous avons monté un escalier qu'éclairait la lumière électrique. Tous les volets de la maison étaient fermés. Nous avons suivi un couloir. La gardienne a ouvert une porte. Cette chambre était plus grande que la nôtre et il y avait 2 lits aux barreaux de cuivre, 2 lits de grandes personnes. Un papier peint bleu clair avec des dessins recouvrait les murs. La fenêtre donnait sur la rue du docteur Dordaine. Les volets étaient ouverts. « Vous serez très bien ici, les enfants, » a dit Annie. La gardienne nous souriait, elle nous a dit « Je vous préparerai le petit déjeuner demain matin. » Nous avons descendu l'escalier et la gardienne nous a fait visiter le rez-de-chaussée de la maison. Dans le grand salon aux volets fermés, 2 lustres étincelaient de tous leurs cristaux et nous éblouissaient. Les meubles étaient protégés par des housses transparentes, sauf le piano. Après le dîner, nous sommes sortis avec Annie. Nous portions nos pyjamas et nos robes de chambre. Un soir de printemps. C'était amusant de porter nos robes de chambre dehors. Et nous avons descendu l'avenue avec Annie jusqu'à l'auberge Robin des Bois. Nous aurions voulu rencontrer quelqu'un pour qu'il nous voie, nous promener en robe de chambre dans la rue. Nous avons sonné à la porte de la maison d'en face et de nouveau, la gardienne nous a ouvert et nous a conduits à notre chambre. Nous nous sommes couchés dans les lits à barreaux de cuivre. La gardienne nous a dit qu'elle dormait à côté du salon et que si jamais nous avions besoin de quelque chose, nous pouvions l'appeler. « De toute façon, je suis tout prêt, Patoche, » a dit Annie. Elle nous a donné un baiser sur le front. Nous nous étions déjà brossé les dents après le dîner dans notre vraie chambre. La gardienne a fermé les volets, elle a éteint la lumière, et elles sont parties toutes les 2. Cette première nuit, nous avons bavardé longtemps, mon frère et moi. Nous aurions bien voulu descendre dans le salon du rez-de-chaussée pour contempler les lustres, les meubles sous leurs housses et le piano, mais nous avions peur que le bois de l'escalier craque et que la gardienne nous gronde. Le lendemain matin, c'était jeudi. Je ne devais pas aller en classe. La gardienne nous a apporté notre petit déjeuner dans notre chambre sur un plateau. Nous l'avons remercié. Le neveu de Frédé n'est pas venu ce jeudi-là. Nous sommes restés dans le grand jardin, devant la façade de la maison avec ses portes-fenêtres aux volets fermés. Il y avait un saule pleureur et tout au fond, une enceinte de bambou à travers laquelle on voyait la terrasse de l'auberge de Robin des Bois et les tables dont les serveurs dressaient le couvert pour le dîner. Nous avions mangé des sandwichs à midi. C'était la gardienne qui nous les avait préparés. Nous étions assis sur les sièges du jardin avec nos sandwichs comme pour un pique-nique. Le soir, il faisait beau et nous avons dîné dans le jardin. La gardienne nous avait de nouveau préparé des sandwichs au jambon et au fromage, 2 tartes aux pommes pour le dessert et du Coca-Cola. Annie est venue après le dîner. Nous avions mis nos pyjamas et nos robes de chambre. Nous sommes sortis avec elle. Cette fois-ci, nous avons traversé la route en bas. Nous avons rencontré des gens près du jardin public. Ils avaient l'air étonnés de nous voir en robe de chambre. Annie, elle, portait son vieux blouson de cuir et son blue jean. Nous avons marché devant la gare. J'ai pensé que nous aurions pu prendre le train dans nos robes de chambre jusqu'à Paris. Au retour, Annie nous a embrassés dans le jardin de la Maison Blanche et à chacun de nous, elle a donné un harmonica. Je me suis réveillée en pleine nuit. J'entendais le bruit d'un moteur. Je me suis levée et je suis allée voir à la fenêtre.
La gardienne n'avait pas fermé les volets. Elle avait juste tiré les rideaux rouges. En face, le bow window du salon était allumé. La voiture de Roger Vincent était garée devant la maison. La voiture de Roger Vincent était garée devant la maison, sa capote noire rabattue. La 4 chevaux d'Annie était là aussi. Mais le bruit du moteur venait d'un camion bâché à l'arrêt de l'autre côté de la rue, devant le mur du temple protestant. Le moteur s'est arrêté, 2 hommes sont sortis du camion, j'ai reconnu Jean D. et Buck Danny, et ils sont entrés tous les deux dans la maison. Je voyais une silhouette passer de temps en temps devant le beau window du salon. J'avais sommeil. Le lendemain matin, la gardienne nous a réveillés en nous apportant le plateau du petit déjeuner. Elle et mon frère m'ont accompagné à l'école. Dans la rue du docteur Dorden, il n'y avait plus le camion, ni la voiture de Roger Vincent, mais la 4 chevaux d'Annie était toujours là, devant la maison. À la sortie de l'école, mon frère m'attendait tout seul. Il n'y a plus personne chez nous. Il m'a dit que la gardienne l'avait ramené à la maison tout à l'heure. La 4 chevaux d'Annie était là, mais il n'y avait personne. La gardienne devait partir faire des courses à Versailles jusqu'à la fin de l'après-midi, et elle avait laissé mon frère dans la maison en lui expliquant qu'Annie allait bientôt revenir puisque sa voiture était là. Mon frère avait attendu dans la maison vide. Il était soulagé de me revoir. Il riait même, comme quelqu'un qui a eu peur et qui est tout à fait rassuré. « Ils sont allés à Paris, lui ai-je dit. Ne t'inquiète pas. » Nous avons suivi la rue du docteur Dorden. La 4 chevaux d'Annie était là. Personne dans la salle à manger ni dans la cuisine, ni dans le salon. Au premier étage, la chambre d'Annie était vide, celle de la petite Hélène aussi, celle de Mathilde aussi, au fond de la cour. Nous sommes entrés dans la chambre de Blanche-Neige. Après tout, Blanche-Neige était peut-être revenue, elle. Non. C'était comme si personne n'avait jamais habité dans ces chambres. Par la fenêtre de la nôtre, je regardais en bas la 4 chevaux d'Annie. Le silence de la maison nous faisait peur. J'ai allumé la radio et nous avons mangé 2 pommes et 2 bananes qui restaient dans la corbeille à fruits sur le buffet. J'ai ouvert la porte du jardin. L'auto-tamponneuse verte était toujours là, au milieu de la cour. « On va les attendre, » ai-je dit à mon frère. Le temps passait. Les aiguilles du réveil de la cuisine marquaient 2h moins 20. C'était l'heure d'aller à l'école, mais je ne pouvais pas laisser mon frère tout seul. Nous étions assis, l'un en face de l'autre, à la table de la salle à manger. Nous écoutions la radio. Nous sommes sortis de la maison, la 4 chevaux d'Annie était toujours là, j'ai ouvert l'une des portières et je me suis assis sur la banquette avant à ma place habituelle. J'ai fouillé dans la boîte à gants et j'ai bien regardé sur la banquette arrière. Rien, sauf un vieux paquet de cigarettes vides. « On va se promener jusqu'au château, » ai-je dit à mon frère. Il y avait du vent. Nous suivions la rue du docteur Dorden. Mes camarades étaient déjà rentrés en classe et le maître avait remarqué mon absence. À mesure que nous marchions, le silence
était de plus en plus profond autour de nous. Sous le soleil, cette rue et toutes ces maisons semblaient abandonnées. Le vent agitait doucement les herbes hautes de la prairie. Nous n'étions jamais venus seuls ici, tous les deux. Les fenêtres murées du château me causaient la même inquiétude que le soir, au retour de nos promenades en forêt avec Blanche-Neige. La façade du château était sombre et menaçante à ces moments-là, comme maintenant, en plein après-midi. Nous nous sommes assis sur le banc, là où s'asseyaient Blanche-Neige et la petite Hélène quand nous escaladions les branches des pins. Ce silence nous enveloppait toujours, et j'essayais de jouer un air sur l'harmonica qu'Annie m'avait donné. Rue du docteur Dordaine, nous avons vu de loin une voiture noire garée à la hauteur de la maison. Un homme était au volant, sa jambe dépassait de la portière ouverte, et il lisait un journal. Devant la porte de la maison, un gendarme se tenait très droit, tête nue. Il était jeune, les cheveux blonds coupés courts, et ses gros yeux bleus regardaient dans le vide. Il a sursauté et nous a considérés, mon frère et moi, les yeux ronds. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« C'est ma maison, lui ai-je dit. Il est arrivé quelque chose ?»« Quelque chose de très grave. » J'ai eu peur. Mais lui aussi, sa voix tremblait un peu. Une camionnette avec une grue a débouché du coin de l'avenue. Des gendarmes ont mis pied à terre et ont attaché la 4 chevaux d'Annie à la grue. Puis la camionnette a démarré, traînant lentement derrière elle la 4 chevaux d'Annie le long de la rue du docteur Dordaine. C'est ce qui m'a le plus frappé et qui m'a fait le plus de peine. « C'est très grave, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas entrer. » Mais nous sommes entrés. Quelqu'un téléphonait dans le salon, un homme brun, en gabardine, était assis sur le rebord de la table de la salle à manger. Il nous a vus, mon frère et moi. Il est venu vers nous. « Ah, c'est vous les enfants !» Il a répété « Vous êtes les enfants !» Il nous a entraînés dans le salon. L'homme qui parlait au téléphone a raccroché. Il était petit, les épaules très larges, et il portait une veste de cuir noir. Il a dit comme l'autre « Ah, ce sont les enfants !» Il a dit à l'homme en gabardine « Il faut que tu les emmènes au commissariat de Versailles, ça ne répond pas à Paris. » Quelque chose de très grave, m'avait dit le gendarme aux gros yeux bleus. Je me souvenais du papier que la petite Hélène gardait dans son portefeuille. La trapéziste Hélène Toche, victime d'un grave accident. Je restais derrière elle pour la regarder marcher. Elle n'avait pas toujours boité comme ça. « Où sont vos parents ?» m'a demandé le brun en gabardine. Je cherchais une réponse. C'était trop compliqué de lui donner des explications. Annie me l'avait bien dit le jour où nous étions allés ensemble dans le bureau de la directrice de l'institution Jeanne d'Arc et où elle avait fait semblant d'être ma mère. « Tu ne sais pas où sont vos parents ?» Ma mère jouait une pièce de théâtre quelque part en Afrique du Nord. Mon père était à Brazzaville ou à Bangui ou plus loin. C'était trop compliqué. « Ils sont morts, lui ai-je dit. » Il a sursauté. Il me regardait en fronçant les sourcils. On aurait dit qu'il avait peur de moi brusquement.
Le petit homme à la veste en cuir me fixait lui aussi d'un œil inquiet, la bouche ouverte. 2 gendarmes sont entrés dans le salon. « On continue de fouiller la maison » a demandé l'un d'eux au brun en gabardine. « Oui, oui, vous continuez. » Ils sont partis. Le brun en gabardine s'est penché vers nous. « Allez jouer dans le jardin » a-t-il dit d'une voix très douce. « Je viendrai vous voir tout à l'heure. » Il nous a pris chacun par la main et il nous a emmenés dehors. L'auto-tamponneuse verte était toujours là. Il a tendu le bras en direction du jardin. « Allez jouer, à tout à l'heure. » Et il est rentré dans la maison. Nous sommes montés par l'escalier de pierre jusqu'à la première terrasse du jardin, là où la tombe du docteur Guillotin était cachée sous les clématites et où Mathilde avait planté un rosier. La chambre de la fenêtre d'Annie était grande ouverte, et comme nous nous trouvions à la hauteur de cette fenêtre, je voyais bien qu'il fouillait partout, dans la chambre d'Annie. En bas, le petit homme, à la veste de cuir noir, traversait la cour, une torche électrique à la main. Il se penchait par-dessus la margelle du puits, écartait le chèvrefeuille et essayait de voir quelque chose au fond avec sa torche. Les autres continuaient de fouiller dans la chambre d'Annie. Il en arrivait d'autres encore, des gendarmes et des hommes habillés de vêtements de tous les jours. Ils fouillaient partout, même à l'intérieur de notre auto-tamponneuse. Ils marchaient dans la cour, ils se montraient aux fenêtres de la maison, ils parlaient ensemble très fort. Et nous, mon frère et moi, nous faisions semblant de jouer dans le jardin en attendant que quelqu'un vienne nous chercher. Fin du roman.